Hello, bonjour, bienvenue dans ma vidéo d'aujourd'hui. Oh, on a un super topic aujourd'hui, il faut que vous soyez là tout le temps. Donc, on va parler du routage intervalle V3.0. Donc, pour organiser un petit peu ce cours, je vous ai fait ce petit schéma. Donc, premièrement, on va voir un rappel sur les VLAN. Donc, on va voir ce que vous savez et ce que vous savez pas sur eux. On va voir le schéma proposé par Cisco qui est le Cisco Enterprise Architecture et autres trucs. Donc, ce schéma nous permet de mieux structurer notre réseau interne pour maximiser l'efficacité de celui-ci. Puis, on va voir le routage intervalle, on va voir la version 1.0. On va pas voir 2.0, je sais toujours pas pourquoi. Et on va voir directement la version 3.0 parce que c'est vraiment la deuxième. Elle est vraiment très très puissante. Et on va bien sûr voir pourquoi on l'a appelé V3.0. Restez avec moi pour connaître la réponse. Et on va finir par un mini TP. On va faire un mini TP déjà cette fois-ci, puis on va avoir un autre TP pour une prochaine fois plus complet. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier ce cours et on y va, Moussaï. Bon, on va commencer avec les VLAN. Qu'est-ce que vous savez sur les VLAN? On a dû vous en faire gober des conneries sur eux. Mais je vais vous simplifier cette fois-ci. Donc, théoriquement, un VLAN, ce qu'on dit déjà en général, c'est un domaine de broadcast. Mais c'est quoi un domaine de broadcast? Déjà, pour voir qui est le périphérique qui permet d'isoler les domaines de broadcast. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop là. Voilà. On va revenir après à ce beau périphérique. Donc, les VLAN permettent d'isoler les domaines de broadcast, permettent d'isoler les réseaux et permettent de mettre une meilleure stratégie de sécurité. C'est pour isoler certains avoir accès à Internet, d'autres pas, etc., etc. Donc, moi je vais vous dire, les VLAN, c'est comme si vous découpiez votre switch en deux. Tout simplement, en mettant un routeur dans l'extrémité en général. Par exemple, là on a un VLAN 2 et VLAN 3. Bah, VLAN 2 et VLAN 3, c'est tout simplement deux switches. Voilà, deux switches avec des routeurs. Avec un routeur. Hop là. On lit ces trucs. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Quand vous faites pas le routage intervalle, chose que vous pouvez bien sûr pas faire avec cette topologie là, que je suis en train de sélectionner, bah chaque PC va piguer juste son VLAN. Son VLAN qui est dans le switch en fait. Voilà. Mais si vous faites le routage intervalle, tout va pour le mieux. Voilà. C'est en général ce que je voulais vous dire. C'est un VLAN, vous découpez un switch en deux, vous découpez un switch en trois. Plus vous faites de VLAN, plus vous le découpez. Et ça marche comme ça. Il faut faire du routage pour pouvoir communiquer entre un VLAN et un autre. Et c'est ça le but du VLAN. Je vais quand même vous montrer comment on configure des VLAN dans un switch. En fait, il y a deux façons, mais je vais vous montrer d'abord la première. Et dans l'autre TP qui est dans cette même vidéo, je vais vous montrer la deuxième. Allez, suivez avec moi. Je commence avec la plus connue, qui est le fait de dire VLAN 2, name machin, VLAN 3, name autre machin. Vous avez vu, très original le nom. Donc après, on fait int fa01 switch port mode access. Switch port mode access, c'est pas obligé, mais c'est vivement recommandé. Pourquoi? Parce que on doit dire au switch que en face il y a un ordinateur. Parce que si on le fait pas, le switch va toujours essayer de voir s'il y a un switch et pouvoir négocier une liaison trunk, une liaison d'agrégat. Qu'est-ce que c'est une liaison d'agrégat? C'est une liaison qui permet d'envoyer toutes les informations de VLAN. Et je ne sais pas si vous vous rappelez très bien de ce que je vous ai dit sur les VLAN. Une des raisons pour laquelle on les fait, c'est pour la sécurité. Mais si c'est pour envoyer toutes les données à un PC, autant pas le faire. Parce qu'on est d'accord. Je vous donne un exemple. Un mec, un hacker, il essaye en général de se faire passer pour un switch. Pourquoi? Pour capturer les conversations vocales dans un autre VLAN. Bah, il va prendre un logiciel, il va faire semblant qu'il a un switch. Le switch va dire: Oh, j'ai trouvé un ami, allez, on fait une liaison d'agrégat. Ok, on est tous contents et tout.
Et voilà, l'autre il commence à recevoir les données de vocaux, les transactions, tout, même tout ce qui lui regarde pas. Est-ce que c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Le secret pour designer un bon réseau, c'est de faire déjà une bonne sécurité. Une mauvaise sécurité, c'est un mauvais réseau. Voilà. Donc, switch port mode access, c'est déjà un bon début. Et switch port access VLAN 2, par exemple. On va faire pareil pour le VLAN 3. Donc, int FA02, switch port mode access et switch port access VLAN 3. Muy bien. Donc voilà. Je vais quand même faire un petit truc. Donc je vais ajouter deux ports en plus. Je vais faire switch port mode access. Juste pour vous montrer la connectivité. Pour les gens qui n'ont jamais vu les VLAN. Donc switch port access VLAN 2. Et int FA04. Switch port access VLAN 3. Parfait. Je vais vite faire les adresses IP. Hop, par magie, il y a des nouveaux switches, et des nouveaux routeurs, et des nouveaux PC. Cette topologie est magique, vous allez voir pourquoi après. Donc on va vérifier la connectivité entre VLAN. Hop, oh que non. Oh que non. On va essayer dans le même VLAN. Oh que oui. Et oh que oui, ça marche très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour permettre le routage entre les VLAN, il faut un routeur. Et ça va venir dans la troisième partie de cette vidéo. Tenez bon. Sans tarder, on attaque la deuxième partie de cette vidéo, ce qui est le Cisco Enterprise Architecture. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas si dur que ça. Je vais tout vous expliquer. J'ai une âme d'artiste. Je suis un grand peintre. Je vais bien vous peindre ça. Donc, pour commencer, on va commencer avec la première couche qui est Building Access. C'est la couche d'accès. C'est un truc que vous trouvez en général en CCNA 3. Accès. C'est où les utilisateurs accèdent. Voilà, c'est là où il y a les utilisateurs, les PC, etc., etc. On va mettre voilà, des PC. Hop, 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 hop. Par respect envers les peintres, je vais éviter de dessiner un PC. Oula, c'est un frigo quoi. Ça donne envie de bouffer. Voilà, oula. Excusez mes talents. Voilà. Voilà, bon voilà, j'ai fait des PC, des soi-disant PC. Voilà, la couche d'accès en général elle s'occupe, voilà, elle gère les PC. Et elle offre aussi des liaisons redondantes vers la prochaine couche dont on va parler d'ici peu. Cette couche offre un niveau 2, c'est une L2, donc elle s'occupe d'envoyer des trames sans pour autant impliquer les adresses IP de façon directe. Donc voilà, c'est la couche d'accès, ça s'occupe des PC. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est il est de préférence vraiment, de faire des VLAN locaux. Qu'est-ce que je veux dire avec locaux? Locaux, ça veut dire locaux au switch. Par exemple, ici, on fait par exemple le VLAN 2. Ici, le VLAN 3. Ici, le VLAN 4. On peut faire d'autres VLAN, bien sûr, pour chaque switch, mais qui restent locaux dans le switch. Comme ça, on ne gaspille pas de la bande passante en allant vers un autre switch pour à la fin revenir. Je change de couleur quand même. Envoyer par exemple une trame pour revenir quoi. Ça sert vraiment à rien. Préférence, ça reste ici interne. Ça se fait process ici dans un seul switch et ça revient. C'est mieux. Non? Ah bah si c'est mieux. Donc sans tarder, on va passer à la couche distribution. Distribution, c'est la couche qui s'occupe d'envoyer les données aux différentes parties du réseau. Donc, cette couche distribution, en général, contient des switches de couche 3 qui s'occupent du routage. Donc, ils se permettent d'allier vitesse et performance dans le réseau en utilisant les protocoles de routage. Voilà. Et en évitant aussi d'utiliser le spanning tree, c'est STP. Je rappelle vite fait le spanning tree, c'est un protocole qui permet de bloquer certains ports de couche 2 pour éviter d'avoir une boucle de couche 2. Voilà. Avec cette topologie là, même avec cette partie qui est L2,
bah, il n'y aura aucun port de bloqué. Et c'est ce qui est cool avec cette topologie. Donc voilà, L3, et on va utiliser par exemple OSPF ou IGRP. Moi je prends OSPF, j'aime l'open source. Donc voilà, puis on passe au cœur de réseau. Cœur de réseau, ça connecte vers l'environnement extérieur. Soit le côté edge, c'est pas forcément une couche le edge, mais bon, voilà. Le edge, c'est ce qui nous connecte avec l'extérieur et les data centers. Des data centers internes à l'agence, parce qu'il y a d'autres data centers dans cette topologie qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, on a des liaisons, par exemple MAN, Metropolitan Area Network, entre les villes. Voilà, on a, par exemple, il y a le VPLS, qui est un bon protocole côté MAN. Voilà. Donc là, on va voir cette partie en premier, qui est celle du pare-feu. Je vais vous parler aussi des pare-feux, ne vous inquiétez pas. Donc les pare-feux. Les pare-feux, à quoi ça sert? C'est pour autoriser ou bloquer du trafic. Mais voilà, dans ce cas-là, pour, pour faciliter les choses, on va classifier notre réseau. On va classifier, par exemple, on va dire que celui-là, c'est une zone qui s'appelle le outside. Et ici, c'est le inside, par exemple, ou le DMZ. Si on se réfère aux serveurs qui sont ici. DMZ, c'est Demilitarized Zone. Ou un truc du genre, c'est la zone qui contient les serveurs importants de l'entreprise qu'on veut vraiment, 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 vraiment avoir de la visibilité avec. Dans l'Internet, par exemple. Donc, je vous montre ça. Par exemple, déjà pour classifier les zones, on va leur donner un numéro. Par exemple, la zone outside, on va lui donner le numéro 0. Et la zone inside, on va lui donner 50. On va dire DMZ ou peu importe. Je vais changer de couleur parce que le vert. Bon. Donc voilà. Pour savoir comment ça se passe, je vais vous dire simplement. Celle qui a un niveau de sécurité plus grand, par exemple le niveau 50, accède automatiquement à celle qui a le niveau de sécurité moins élevé. Pour se rappeler de cette règle, vous connaissez les chutes d'eau. Hop là. Voilà, en général, il y a de l'eau ici, blablabla. Bla, bla. Voilà, je fais une extension. Donc, les chutes d'eau, on va supposer que ici c'est 50 mètres. Hop, 50 mètres. Et ici, 0 mètres. Ouh là là, quelle haine. Donc, on va essayer. Si on essaye, par exemple, s'il y a de l'eau ici et on veut l'envoyer ici, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on veut l'envoyer à 50 mètres? Est-ce que c'est possible? J'en doute. À part si vous avez une force extraordinaire, ça marchera pas. Il faut ajouter un truc extérieur, en gros. Mais de 50 mètres à 0 mètres, l'eau naturellement descend. Bah, c'est exactement la même chose. Ici, de 50 à 0, les gens qui sont dans le 50 peuvent accéder automatiquement au 0, mais les gens du 0 ne peuvent pas accéder automatiquement au 50. Pourquoi on fait ça? C'est pour des raisons de sécurité. On ne veut pas que n'importe qui sur le net accède à leurs ressources. Et supposons qu'on veut qu'on accède à nos ressources, on veut quand même les limiter. Par exemple, on a un serveur ici. J'espère que je vais pas refaire un blasphème côté dessin. Voilà. Si je l'ai fait. Bon ben, je continue le frigo, hein. Voilà la petite porte. Donc ce frigo représente un serveur HTTP. On veut que les gens à l'extérieur accèdent à l'HTTP, au serveur HTTP, mais on veut pas qu'ils accèdent au telnet. On veut pas accéder au FTP par exemple, au service dont on a besoin pour administrer. On veut juste qu'ils voient notre site web. Bah là, il suffit juste d'ajouter une ACL. L'ACL en fait, c'est justement le truc extérieur dont je vous parlais pour passer du 0 mètre à 50 mètres. On ajoute une ACL ici pour permettre les gens d'outside d'accéder à ce serveur, mais juste pour l'HTTP. Est-ce que c'est bien compris? Je l'espère. Sinon, pour le trafic en général de 50 à 0, il y a un problème qui se pose. Par exemple, on veut accéder à Google. On envoie une requête, mais vu que la requête revient de 0 à 50, elle va pas revenir. Parce que naturellement, le pare-feu bloque. En général,
il y a une option par défaut dans les pare-feux, la plupart des pare-feux en général, pardon. Cisco, c'est par défaut. Et Checkpoint, il faut la configurer, c'est la Stateful. Stateful Packet Filtering pour Cisco, on va dire. Le Stateful, il permet de mémoriser les sessions. Par exemple, vous avez commencé une session avec Google, bah, je vous le montre par exemple, je le fais tout le temps. Vous envoyez un ping vers Google, hop, il revient. Si j'avais pas fait le stateful, on aurait eu ça. Hop. Au gros, rien. Voilà. Donc, voilà pour le pare-feu. Les bases que vous devez connaître. Donc, ici, on a l'Internet Service Provider. Vous avez vu pourquoi on a mis un pare-feu? Parce que c'est connecté au monde extérieur, donc n'importe qui peut voir nos périphériques. Donc, ça, c'est l'Internet. Et ça aussi. Sinon, Remote Modules, on a une autre, par exemple, agence, qui est connectée avec la nôtre. Et on va paramétrer, par exemple, le trafic entre cette agence et nous, avec une ACL qui permet justement l'adresse IP dans cette agence. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, qui est l'Enterprise One, c'est le réseau interne de l'entreprise. Donc, on utilise un protocole comme MPLS. MPLS, c'est un gros sujet, mais je vais vous dire quand même les points forts. La redondance, il prend en charge plusieurs technologies et la qualité de service, ainsi que le VPN. Donc, et puis le Frame Relay, protocole One très connu, ATM qui est la DSL, puis on se connecte à l'Enterprise Data Center. Ça, c'est en général le réseau interne. Donc, en principe, on n'a pas de quoi s'inquiéter, mais un peu de sécurité ne fait pas de mal. On va voir ici le Remote Access VPN. A priori, cette maquette vient d'Amérique. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est une liaison PSTN. PSTN, dans les pays européens, il y a surtout le RNIS, qui est l'ISDN, qui est très lent. En Amérique, ils ont des liaisons téléphoniques, PSTN, mais qui ont une très grande vitesse. Il y a le T1 par exemple qui a 1 méga, il y a le T3. Ils sont très fiables et ils ont une très grande vitesse. Ce qui est, enfin, très grande façon de parler. T1, c'est pas très grand. Mais bon, T3, c'est une très grande vitesse. Cela permet de connecter les télétravailleurs. Les télétravailleurs, c'est les gens qui travaillent des entreprises, avec l'entreprise, mais chez eux. C'est pas le rêve de tout le monde, ça. Pas le mien. Bien oui. Donc voilà, ils sont connectés ici avec VPN bien sûr pour crypter, pour, pour deux raisons déjà. Pour crypter les données, la première, et il y a une raison plus intéressante. Parce que le VPN en mode client faux, enfin en mode client, il permet de faire comme si les télétravailleurs étaient dans le réseau interne. En mode clientless, c'est juste pour permettre de voir des petits trucs. C'est comme pour les sites, PayPal, permettre de restreindre un petit peu ce que vous pouvez faire. Pour le mode client full, vous avez un client par exemple EasyVPN, NordVPN, etc., etc., etc. Et ça permet justement de vous intégrer à l'entreprise avec l'adresse IP des entreprises, avec tous les privilèges qu'il faut que l'entreprise vous donne, etc., etc. Ce qui est une très bonne chose. Sans tarder, on passe à la troisième partie de notre cours, donc le routage intervallal. Donc ici, je vais vous parler maintenant du routage intervallal 1.0. Voilà. C'est avec un routeur. Le problème qui se pose avec un routeur, c'est que le trafic, déjà le premier, c'est qu'il n'y a pas de redondance. Vous voyez, un câble découpé, il n'y a plus rien. Le deuxième problème, c'est que si vous envoyez du trafic à un routeur, ça traverse le routeur puis ça revient sur le même câble. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça divise par deux les performances. Si vous avez 100 mégabits, c'est comme si vous utilisiez 50. C'est vraiment pas bien. C'est à utiliser en dernier recours. Ou si vous n'avez pas le budget, même si je peux vous trouver des solutions avec un très bon budget, il suffit de me le dire en privé, je vous répondrai. Mais en général, le router en SIG, ça s'appelle router en SIG, c'est pas utilisé. C'est la version 1.0, c'est révolu. Il faut utiliser la version 3.0 que je vais vous montrer dans un instant, qui permet justement d'éviter ces problèmes. Et comme je vous ai dit, cette topologie
est magique. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, voici le 3.0. On utilise des switches de couche 3. Hop, routage 3.0. Donc les switches de couche 3, voilà. Je pense que vous voyez la différence. Il y a beaucoup de redondance. Ici, entre les switches de couche 3, c'est du niveau 3. Donc en général, ici ce port est bloqué juste parce que j'ai pas activé le couche 3, le routage de couche 3. Sinon, il ne serait pas désactivé. On peut le tester tout de suite d'ailleurs. Hop, enable, config, hop, infra. On fait no switch port pour désactiver couche 2. Hop là. Config int fa003 no switch port. Voilà. C'est parfait. C'est tout vert, c'est tout beau. On va refaire un petit câble quand même ici. Hop, hop. On va tester comment ça marche. Et je vais vous expliquer en même temps. Le switching de couche 3 nous apporte non seulement de la redondance pour éviter le problème de tolérance de panne, mais aussi nous permet d'effectuer un routage comme un routeur ou même mieux grâce à la technologie Cisco Express Forwarding. Elle permet justement de mémoriser les adresses MAC des destinations. Comme ça, elle permet d'envoyer les données sans avoir à utiliser le processeur du routeur. C'est pas beau ça? Ah bah oui, c'est beau. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les SVI pour ça, les Switch Virtual Interface. On les représente avec int VLAN, etc. Et on leur donne une adresse IP. Et le principe de int VLAN, c'est en fait d'intégrer tous les ports. Par exemple, on a int FA, par exemple, de 1 jusqu'à 10. On les intègre à un VLAN. Tous les ports qui accèdent à ce VLAN-là ont la même adresse IP. C'est un peu fort quand même. Donc voilà, sans tarder, je vais vous faire un petit épée de switching couche 3. Juste un tout petit. Donc voilà. Je vais voir s'il y a quelque chose déjà dans le switch. Il y a déjà quelque chose, donc erase start. Et je le reload. Comme ça, il n'y a rien. Je fais pareil pour celui-ci. Hop. Enable. Erase start. Hop. Voilà. Et je le reload. Comme ça, il n'y a rien. Rien de rien. J'ai déjà écrit une partie de la configuration ici, mais je vais quand même l'appliquer et on va voir ensemble à quoi ça sert. Donc voilà, hop, hop, conft. Donc je vous ai promis une deuxième façon de créer les VLAN, donc je vais la faire tout de suite. On fait VLAN database, hop, VLAN quoi, database. Donc ça marche, on va faire par exemple VLAN 2, et on lui donne un nom, machin. VLAN 3, name, machin. Autre machin. Ne faites jamais CTRL Z parce que ça annule les choses. Pour enregistrer les modifications, on fait exit. Voilà. Donc on ajoute les ports au VLAN, switch port access. Moi je le fais juste. VLAN 2 par exemple, switch port mode access. Je vous apprends les bonnes pratiques. Faut que je les utilise quand même. Mode access, switch port access, VLAN 3. Parfait. Hop. Voilà, c'est intégré. Là, on va intégrer ces ports-là à l'interface virtuelle qui leur appartient. Donc, on va faire par exemple int VLAN 2. On va lui donner une adresse IP. Donc, par exemple, la voici. Exit. Et on va faire int VLAN 3. IP adresse. Ok. Donc, voilà. Je pense que c'est bon. On ping, c'est bon. On ping, c'est bon. En général, le routage inter-VLAN devrait marcher avec un switch de couche 3. Ça devrait marcher encore mieux. Hop là, voilà. Muy bien. Ça marche parfaitement. Je vais quand même faire un petit showrun pour voir s'il y a un problème. En fait, je vais vous montrer un problème que je voulais créer, mais ça n'a pas marché. En fait, je voulais activer IP routing pour vous montrer le problème. Donc, en général, elle est désactivée, faut jamais l'oublier.
quand vous désactivez l'IP routing, le switch ne fait pas des décisions de routage. Donc ce que vous avez dans votre tableau routage ne marche pas, donc le routage intervalle ne marche pas. Donc quand on fait do show IP route, ce qu'il y a dans le switch, bah, il n'utilise pas. Il faut toujours faire IP routing pour utiliser les capacités de routage de votre switch. Donc voilà. Voilà, maintenant ça marche. Je fais IP routing. Parfait. Juste pour l'apprentissage, je vais vous montrer comment on va router ce port avec celui de l'autre switch. Donc on va faire ITFA03. On enlève le switch port et on lui donne une adresse IP. Voilà. Hop. Il manque le masque. Voilà. On va dans notre switch int FA01, nos switch port et on ajoute une adresse IP. Sans oublier le plus important, d'activer le routage. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Donc là pour pouvoir, on va essayer d'avoir de pinguer. Hop, hop. Ça va pas pinguer. On n'a pas fait de routage. Essayer de faire des décisions de routage sans routage, c'est comme essayer de pêcher des poissons sans aller à la pêche. Ça sert à rien. Donc il faut faire du routage, il faut utiliser des protocoles, et nos protocoles c'est notre canne à pêche. Donc voilà. Ou notre filet, ou ce que vous voulez. Pas que des petits malins dire oh je vais chasser avec un filet. Ou... Non, vous n'avez pas d'outil. L'outil pour faire des trucs c'est le routage. Donc hop. Voilà. Hop là, hop là, hop là, hop là. 0001255 à 0. Et j'ajoute aussi l'autre. Muy bien. Donc, on ajoute celui-là. Router OSPF 1, Network 3.0, Area 0. Hop là. Ça devrait converger d'ici peu, donc espérons que ça va le faire. Enfin, j'espère pas, j'en suis sûr, mais bon, j'espère avoir une bonne espérance. Voilà, allez OSPF, pousse plus fort, fais de ton mieux. Bon, allez, on fait une OSPF Never quoi. Là, en train de décider, enfin, ils sont en train de décider qui sera le chef, qui sera pas le chef. En général, vous savez, quand il y a des élections, il y a toujours du bruit, et il y a toujours des catastrophes, donc ça, il faut prendre du temps. Et heureusement, les Suisses, ils prennent moins de temps pour faire des élections que les humains. C'est déjà ça. Voilà. Donc, on va essayer de pinguer. Hop, hop. Voilà, ça marche parfaitement. Voilà, je vous ai fait un petit TP, et voilà pour noter ce que j'ai fait. Je ne vous l'ai laissé. Et voilà, je vous ai fait une petite vidéo. On va récapituler ensemble ce qu'on a fait. Donc on a parlé du routage intervalle 3.0 qui consiste au routage avec des switches. C'est l'ironie de la vie, maintenant les switches remplacent les routeurs. Donc premièrement on a fait un rappel sur les VLAN. On a dit qu'un VLAN c'est un domaine de broadcast à part, un réseau à part, etc. En gros on divise des switches, on met un routeur. Et quand on met le routage interVLAN avec un routeur, on peut pinguer. Sinon, on peut pas. On a fait Cisco Enterprise Architecture et autres. On a parlé de l'optimisation en général. La couche accès qui part des utilisateurs, qui est de couche 2. Couche distribution, couche 3. Couche de cœur de réseau qui intègre le réseau extérieur avec le réseau de l'entreprise, qui est le couche 3 aussi, et autres. On a parlé un petit peu des pare-feux, un petit peu des réseaux étendus, un petit peu du VPN, etc. Le VPN, je vous ai dit, je le répète, on l'utilise pour deux raisons. Les raisons de sécurité et pour intégrer les autres à l'entreprise. Routage intervenant, on a vu le routeur on-stick, celui le 1.0, et les problèmes qu'il y a dessus. Disons, les problèmes de redondance et problèmes de performance qui sont résolus grâce au switch et la notion de SVI et de Ceph. Et TP, on a fait un mini TP juste pour pas vous charger la vidéo. Si vous voulez, je peux faire un TP plus grand et je le fais avec vous de A à Z. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à vous donner vos suggestions sur le canal YouTube. Comme vous voulez, je suis à l'écoute et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Hasta luego les amis.